Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète après un cessez-le-feu très partiel au Soudan où l'armée et les forces paramilitaires qui s'affrontent s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. L'objectif est de renforcer le partenariat. C'est ce qui ressort du forum Japon-Afrique. Les deux parties entendent mettre l'accent sur les investissements. Cap sur le tourisme au Bénin pour la relance de l'économie. Pour favoriser le développement de cette industrie, le gouvernement mise sur la formation des acteurs de la filière. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, l'adoption du projet de loi électoral sur l'organisation du référendum constitutionnel au Tchad. Le projet a été examiné et adopté le 24 avril lors d'un conseil des ministres. Projet proposé par la commission chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Cette nouvelle législation doit attribuer à la CONOREC l'organisation et la supervision du scrutin prévu le 19 novembre prochain. Cette mission était initialement menée par la Commission nationale électorale indépendante. À noter que le nouvel organe fait polémique. La CONOREC est accusée d'être dominée par le MPS, le parti de l'ancien président Idriss Déby Itno. La situation reste très volatile au Soudan malgré le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu de 72 heures conclu sous l'égide des États-Unis. Celui-ci entre dans son troisième jour ce jeudi 27 avril après près de 2 semaines de combat qui opposent les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Kamesh Katapouli. Le Soudan s'est une nouvelle fois réveillé au son des coups de feu. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 24 avril à minuit, sur place, les violences se poursuivent. Cette trêve, négociée par les États-Unis entre les deux parties en conflit, a fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi. Parmi les temps forts de cette session, la prise de parole du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, Volker Perthes, qui a même déploré une intensification des combats dans certaines parties du pays. Les deux dirigeants n'ont pas été en mesure de s'engager pleinement dans un cessez-le-feu complet. Les deux généraux continuent de s'accuser mutuellement et d'émettre des revendications de contrôle sur des installations clés. Il n'y a pas encore de signe concret que l'un ou l'autre soit prêt à négocier sérieusement, ce qui suggère que les deux belligérants pensent qu'il est toujours possible d'obtenir une victoire militaire sur l'autre. Depuis le 15 avril dernier, Khartoum est le théâtre d'affrontements entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Ces violences, qui ont fait plus de 400 morts, ont aussi gagné la région du Darfour, située à l'ouest du pays. Et face à cette crise qui prend de l'ampleur, les Nations Unies et l'Union africaine redoutent une expansion du conflit au-delà des frontières, une préoccupation énoncée par l'observatrice permanente de l'UA auprès de l'ONU. Il y a un réel risque d'embrasement régional et même d'internationalisation de ce conflit. Tous les ingrédients sont là. Nous avons été témoins d'une situation identique survenue il y a 11 ans en Libye, qui se trouve à la frontière nord du Soudan. Et toute la région en subit encore les conséquences. Autre conséquence de ce conflit, la fuite massive des Soudanais vers les pays voisins. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que jusqu'à 270 000 personnes pourraient venir trouver refuge au Tchad et au Soudan du Sud. Outre le HCR, l'Organisation mondiale de la santé a aussi exprimé son inquiétude face à l'occupation par les belligérants d'un laboratoire national de santé qui abrite des agents pathogènes, notamment de la rougeole. L'OMS évoque des risques biologiques élevés. Et alors que le chaos règne, certains anciens hauts responsables accusés de crimes contre l'humanité se sont évadés de la prison de Kober, située au nord de la capitale. Parmi eux, Ahmed Haroun, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, émis en 2007. La situation reste donc
extrêmement préoccupante avec un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Le ministère soudanais de la Santé a annoncé ce mercredi que le bilan des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide a fait 512 morts. L'Organisation mondiale de la santé parle, elle, d'au moins 420 morts et 3700 blessés. On apprend également que les opérations d'évacuation amorcées le week-end dernier se sont poursuivies ce mercredi 26 avril à Khartoum et dans les régions soudanaises touchées par les combats, à l'instar des États-Unis et de l'Union européenne et des pays arabes et asiatiques. Certains États du continent africain tentent de rapatrier leurs ressortissants, mais certains ressortissants africains présents au Soudan qui tentent de fuir les violences dénoncent le manque de mobilisation des gouvernements des pays dont ils sont originaires. Que s'est-il réellement passé le 20 avril dernier dans le village de Karma, au nord du Burkina Faso? Le flou persiste sur les auteurs et le déroulé des événements. Alors ce 25 avril, certains sont revenus sur quelques éléments de cette journée macabre et leur version révèle un nombre de morts 2 fois plus élevé que celui annoncé le 23 avril par le procureur du tribunal de grande instance de Waïgouya. Le point dans ce sujet de la rédaction. Le bilan de la tuerie de Karma s'alourdit. Cette attaque meurtrière survenue le 20 avril dans la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso, aurait fait en réalité 2 fois plus de morts. Le 25 avril, un collectif des survivants de Karma a publié un communiqué révélant que le bilan du massacre attribué à des individus arborant des tenues des forces armées nationales est passé de 60 à plus de 100 morts. À ces jours, nous ne sommes pas en mesure de dresser un bilan, mais on dénombre plus d'une centaine de morts et plusieurs blessés par balles, dont des femmes et des enfants. Le 23 avril, soit 3 jours après l'attaque, le procureur du tribunal de grande instance de Waïgouya, Lamine Kaboré, a annoncé que 60 personnes avaient été tuées et qu'une enquête sur l'attaque était en cours. Enquête également réclamée par les Nations Unies pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. Nous appelons à une enquête complète et indépendante sur le dernier horrible meurtre de civils au Burkina Faso et que les responsables soient tenus de rendre des comptes. Nous appelons toutes les parties au conflit au Burkina Faso à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, notamment en s'abstenant de prendre pour cible des civils et des biens de caractère civil. Prendre délibérément pour cible des civils ou des personnes ne participant pas directement aux hostilités constitue un crime de guerre. Le gouvernement burkinabé n'a pas encore communiqué sur les faits. Les parents des victimes espèrent désormais pouvoir procéder à l'enterrement de leurs proches, avec l'accompagnement des autorités administratives et judiciaires sollicitées. Pour l'instant, aucune mesure n'a été mise en place. Dans le reste de l'actualité, Mahamat Idriss Déby, le président de la transition tchadienne, s'est entretenu ce mercredi avec Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence camerounaise, s'est rendu au Tchad pour représenter le président camerounais Paul Biya. Cette visite intervient en pleine tension diplomatique entre les 2 États d'Afrique centrale au sujet d'un différend autour de l'actionnariat de l'oléoduc qui transporte le pétrole tchadien vers le Cameroun. La tension est telle que le 20 avril dernier, N'Djamena a pris la décision de rappeler son ambassadeur à Yaoundé pour consultation. Au sortir de cette rencontre, ce 26 avril, le secrétaire général de la présidence camerounaise a indiqué sans plus de précision que, je cite, « Toutes les questions ont été abordées. Nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. » Fin de citation. Japon-Afrique, une coopération économique en passe d'évoluer avec une hausse des investissements. Les 2 blocs cherchent à donner une nouvelle impulsion à leur partenariat. C'est ce qui est ressorti du forum qui a réuni il y a quelques jours l'Afrique et le Japon. Le Japon cherche de nouveaux marchés sur le continent africain où le nombre d'entreprises nippones ne cesse d'augmenter ces dernières années. Les précisions d'Eugène Chema. La population du continent africain, composée à plus de 75% de jeunes âgés de moins de 35 ans, est une potentielle main-d'œuvre pour l'industrie mondiale dans un contexte où de nombreux pays font face à un vieillissement rapide de la population. En outre, la présence sur le continent de 65% des terres arabes non cultivées, restant dans le monde la forte utilisation d'Internet qui a connu une croissance de 44% en Afrique
entre 2018 et 2022 représentent des atouts, avec d'autres dont la compétitivité économique du continent par rapport aux autres régions du monde. Au Japon, le 24 avril, dans le cadre d'un forum d'affaires nippo-africain, le président de la Banque africaine de développement a présenté l'Afrique comme la meilleure destination d'investissement dans le monde. Le pouvoir d'achat augmente rapidement en Afrique. Le continent a la classe moyenne qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre un marché immense avec des dépenses des consommateurs et des entreprises qui devraient atteindre près de 7 000 milliards de dollars d'ici 2030, c'est-à-dire dans seulement 7 ans. La création récente de la zone de libre-échange continentale africaine qui couvre 54 pays fait de l'Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays participants. Les opportunités de fabrication, à elles seules, atteindraient 1 000 milliards de dollars en 2025 et les dépenses de consommation de l'Afrique atteindraient 6 700 milliards de dollars d'ici 2030. Pour permettre aux différents États d'être plus attractifs en matière d'investissement et assurer les échanges intra-africains, les institutions comme Afreximbank et le secrétariat de la ZLECAf développent des outils pour pallier les coûts liés à la convertibilité et à la transférabilité des différentes devises disponibles sur le continent. On en dénombre une quarantaine à travers l'ensemble de l'Afrique. Le coût de la convertibilité des devises est estimé à environ 5 milliards de dollars par an, soit 5 milliards de dollars d'emplois perdus, 5 milliards de dollars de compétitivité dans nos régions et impactant bien sûr le coût des affaires, le coût des transactions dans le commerce frontalier pour nos petites et moyennes entreprises et nos jeunes entrepreneurs. L'Afrique a aussi un vivier de minéraux et aux métaux rares tels que le platine, le lithium, le cobalt, le cuivre et le graphite. Des matériaux recherchés aujourd'hui par l'industrie mondiale de l'automobile et des constructeurs divers dans le cadre de la transition énergétique. Bilan du jeûne extrême atteint désormais au Kenya, où le bilan du jeûne extrême atteint désormais 98 morts, un couvre-feu et une interdiction des rassemblements ont été instaurés dans la région de Shakahola, à l'est du pays. Le couvre-feu aura lieu entre 18h et 6h du matin, suite donc au bilan meurtrier provoqué par une secte qui prônait un jeûne extrême. Des enfants font partie des personnes affamées. Paul Mackenzie Ngedje, le pasteur autoproclamé de cette secte appelée Église internationale de la bonne nouvelle, se trouve actuellement en détention après s'être rendu à la police le 14 avril dernier. Le Bénin mise sur le tourisme, une industrie qui fait partie des secteurs privilégiés par les autorités qui cherchent à relancer l'économie nationale, un tourisme à la fois balnéaire, culturel et mémoriel. Et pour développer les différents secteurs, le gouvernement mise sur la formation des acteurs de la filière. C'est un reportage de Lefty Ounouf. Pour faire du secteur touristique un véritable levier de développement économique du Bénin, le gouvernement a offert une formation aux professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Près de 600 acteurs du THR ont vu leur capacité renforcée grâce au programme de renforcement des compétences en THR. Cette capitalisation des savoir-faire des acteurs du THR s'est effectuée à travers différents modules de formation continue portant entre autres sur la promotion du patrimoine, la culture et l'histoire du pays. Les récipiendaires du programme vont travailler à satisfaire les flux touristiques que vont drainer les nouvelles infrastructures en construction dans le pays. Intitulé module patrimoine, histoire et culture du Bénin, un module qui a fait un ramassé de tout ce qui relève quand même du fondement touristique d'un pays. Et je suis fier d'être formateur dans ce domaine-là parce que ça relève aussi des spécificités de ma thèse de doctorat, de mon diplôme académique que j'ai reçu. Avoir suivi une formation organisée par le gouvernement, c'est important. Avoir suivi une formation organisée par un cabinet français, c'est encore plus intéressant. Je compte bien le valoriser, mais valoriser est une chose. Tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le transférer, moi également, aux plus jeunes. La création d'une académie des métiers du tourisme, de l'hôtellerie-restauration est annoncée par le gouvernement pour continuer la formation, renforcer et harmoniser les curricula dans le secteur. Cependant,
Certains promoteurs d'hôtels plaident pour l'accès au marché et la facilitation des financements afin d'offrir des prestations de qualité. Une fois que nous sommes formés et que nos collaborateurs sont formés, on a besoin de mettre à niveau nos hôtels. On a besoin de mettre à niveau nos restaurants. Et ça va dans beaucoup d'investissements, d'une chambre froide, d'une cave à vin, des fours, des cuisinières ou autres, etc. Et qui nécessitent beaucoup d'argent pour lesquels nous avons besoin d'une caution, d'une garantie pour susciter auprès des banques un accompagnement. À noter que ce renforcement des capacités des acteurs en THR intervient après la formation de 54 guides de tourisme provenant des 5 pôles touristiques identifiés par le gouvernement. Selon les autorités, le tourisme et la culture constituent le deuxième levier d'investissement public de création d'emplois et de richesses après l'agriculture. Le tourisme contribue à 3% du produit intérieur brut du pays. Reportée par 2 fois en raison de la crise sanitaire, la 9e édition des Jeux de la francophonie va se tenir du 28 juillet au 6 août à Kinshasa en République démocratique du Congo. À 3 mois de cet événement très attendu, le pays a enregistré l'inscription de plus de 4000 participants, dont près de 2500 athlètes. José Douglas. Les 9e Jeux de la francophonie approchent à grands pas et la République démocratique du Congo met les petits plats dans les grands. D'importantes infrastructures sont mises en place pour accueillir les 4000 jeunes sportifs et artistes de 88 États et gouvernements de la francophonie invités. Une occasion pour la jeunesse de se rencontrer et d'échanger dans un esprit de fête. La ville de Kinshasa, la plus grande mégapole francophone du monde avec ses 24 communes et ses 17 millions d'habitants se prépare. On les a toujours réussis, il n'y a pas de raison de ne pas les réussir en RDC. Avec tous les moyens qui sont mis, avec l'engagement du président de la République, avec l'engagement du gouvernement et la mobilisation du haut comité de pilotage, il n'y a pas de raison, on va les réussir. Plusieurs sites vont accueillir l'événement comme le stade Tata Raphaël, celui des Martyrs, de la Pentecôte et d'autres sites prestigieux de la capitale comme l'Académie des Beaux-Arts, l'Université de Kinshasa, le Palais du Peuple. Plusieurs ambassadeurs ont été nommés pour cet événement, la pongiste Sarah Anfou, Lilian Thuram ou encore l'ex-basketteuse internationale Diandra Chachouang. Pour moi, c'est important de parler valeurs déjà, qui sont communiquées au travers de cet événement depuis tant d'années, des valeurs de cohésion sociale, de dépassement de soi, de partage, on en parlait. Pour moi, c'est vraiment important qu'à travers ce genre d'initiative, la jeunesse puisse vraiment partager, s'ouvrir au monde. Des concours culturels, mais surtout des compétitions sportives seront proposées comme l'athlétisme, le basket, le foot, l'athlétisme handisport, judo, les luttes africaines, le tennis et le cyclisme, ainsi que le zango, et les infrastructures seront ensuite léguées à la jeunesse congolaise. Les infrastructures sont en construction. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les travaux sont à 90%. Nous sommes en train de construire des infrastructures gigantesques qui vont rester pour la jeunesse congolaise, qui vont rester également, qui vont permettre à ce que nous puissions organiser d'autres événements au niveau africain. Les Jeux de la francophonie ont lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.